Bienvenue sur Décidéo, le podcast des passionnés de data, présenté par Philippe Neubourg. Je m'appelle Margot, je suis archiviste, je suis docteur en archivistique et puis je produis un podcast qui s'appelle Archivistica, le podcast. C'est de l'archivistique dans vos oreilles et ça parle d'archivistique, de pratiques archivistiques ordinaires et extraordinaires. On y parle de plein de sujets, mais notamment de cycle de vie ou de vie tout court des archives, des documents et bien sûr on va en parler des données. Voilà. Et quant à moi, je m'appelle Philippe Neubourg, je suis l'hôte d'un podcast qui s'appelle Décidéo, qui est dédié à la data. Et je suis dans la data depuis toute ma vie. Et on a trouvé justement intéressant avec Margot de croiser nos regards sur des sujets qui se rencontrent peu dans la vie, les données, les archives, et qui pourtant ont énormément de choses en commun. En tout cas, c'est ce dont on va discuter. Et d'ailleurs, en t'entendant parler, j'ai eu très envie de te poser ma question préférée, c'est quoi les archives pour toi ? Alors, c'est forcément une excellente question, et comme je me suis douté que tu allais me poser la question, je me suis dit, il faut que je me renseigne un petit peu, parce que sinon je vais répondre à côté de la plaque. Alors, ce que je ressentais en tant qu'archive, j'imaginais déjà des vieilles boîtes dans lesquelles il y ait des vieux documents, où on allait avoir des archivistes, à la limite forcément vieux d'ailleurs, avec des gants blancs qui allaient feuilleter des pages. Et puis, je me suis dit, il faut quand même que je me documente un petit peu. Et je suis tombé sur le Code du patrimoine, que tu dois connaître presque par cœur, et qui nous dit, et alors j'ai appris quelque chose de fantastique, c'est que la définition des archives a été modifiée en juillet 2016 en rajoutant une phrase, un morceau de phrase très important. L'article L211.1 dit: les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quelle que soit leur date, lieu de conservation, forme et support. Et donc le « y compris les données » est nouveau et a été rajouté en 2016. Et alors ça, du coup, je trouve que ça justifie complètement qu'on parle du sujet. Et d'ailleurs, du coup, pour toi, les données, ce serait quoi ? Alors pour moi, c'est la question des données, c'est une question très large. Alors je pense pas avoir autant de représentations un peu imaginaires des données. Et puis je pourrais prendre plusieurs casquettes. Par exemple, si je prends ma casquette d'archiviste qui gère des archives historiques, quand je pense données, je vais plutôt penser aux métadonnées en fait. C'est-à-dire les informations qu'on renseigne dans des bases de données pour décrire les archives, leur histoire, ce dont le document traite, l'état de conservation, là où les archives sont rangées, leur format, que ce soit sur papier ou électronique, les dates, en fait tout ce qui permet de gérer et retrouver les documents, les archives. Et ces métadonnées, en archivage électronique, elles sont d'autant plus importantes, et puisqu'il y en a qui sont vraiment indispensables pour la bonne pérennisation des informations. Et puis il y en a beaucoup plus, et elles sont beaucoup plus normalisées du côté de l'archivage électronique que de l'archivage papier. Et maintenant, si je prends une autre casquette qui serait celle que j'ai plutôt le plus portée jusqu'à maintenant, qui est celle de l'archiviste qui essaye de faire en sorte que l'organisation documentaire de la structure pour laquelle je travaille soit la plus opérationnelle possible. Ça veut dire que en fait, j'ai pour mission d'accompagner les services pour la bonne gestion de leurs documents papier ou électroniques. Alors là, j'aurais plutôt tendance à définir les données comme les informations qui sont saisies dans les outils informatiques et qui circulent parfois entre les services. Et je marquerai plus un point d'attention à ce que certaines de ces données puissent être pérennisées et que les autres soient détruites. Et puis, je peux porter une dernière casquette qui serait un peu double entre l'archiviste qui évolue dans le monde de la recherche et la chercheuse que je suis, ou en tout cas la doctorante que j'ai été, pour parler de données de la recherche, puisque c'est un sujet qui fait beaucoup couler d'encre. Et d'ailleurs, en réfléchissant à ça, en préparant le podcast, je me suis rendu compte que les données de la recherche, ça a peut-être été un terreau d'échange entre différentes professions de la sphère informationnelle, donc entre archivistes, entre data IST peut-être,
ce terreau était peut-être précurseur avec ce qui a l'air qui arrive là par rapport au reste du monde des données. Et les données de la recherche, ce sont les données qui sont produites ou collectées par des équipes de recherche dans le cadre d'un projet de recherche. Elles doivent être gérées de manière efficace parce que souvent leur collecte, leur conservation est onéreuse. Et puis, toutes ces données n'ont pas vocation à être pérennisées. Et en fait, la Commission européenne, puis l'ANR en France et d'autres financeurs imposent maintenant de prévoir la manière dont seront gérées ces données pour obtenir un financement, ce qu'on appelle des plans de gestion de données. Et ces données, elles sont prises dans ce qu'on appelle la science ouverte aussi. C'est une forme d'open data de la recherche. Alors, j'ai pas été très synthétique. Non, mais c'est très intéressant. Tu mentionnais données, informations, documents. Juste pour rajouter peut-être quelque chose qui peut intéresser nos auditeurs, il y a une norme, l'ISO 24143, qui, depuis fin 2022, c'est une norme sur la gouvernance des informations et elle contient une définition. Et c'est intéressant parce qu'elle définit les données, l'information qui est une donnée auquel on a rajouté un contexte, les fameuses métadatas dont tu parlais tout à l'heure, et un actif informationnel qui est en fait une donnée qui a de la valeur pour quelqu'un. Et c'est intéressant également parce qu'elle ne définit pas la notion de document, sous-entendant, et ça fait partie de très nombreux débats entre les professionnels de l'information et les professionnels de la donnée, c'est qu'elle dit que le document est un support de données, mais que ce que l'on devrait peut-être gouverner, et donc du coup archiver, c'est le contenu, c'est pas forcément le support. Et donc c'est là où il y a sans doute un débat et peut-être une incompréhension liée au fait que les professionnels de l'archive et du document ont l'habitude de travailler sur des supports, alors que justement maintenant, ces données, elles sont tellement immatérielles, elles sont dans le cloud, elles sont dans des bases de données, on a du mal à savoir ce qu'on doit faire avec un... Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai aussi que les archivistes, en rajoutant données dans la définition en 2016, comme tu l'as dit, mais en fait, juste avant, quelques années avant, il y avait déjà eu une modification de cette définition pour rajouter la notion de format. En gros, l'idée, c'était de bien montrer que les archivistes avaient prise aussi sur l'informatique. Enfin, que les archives électroniques étaient bien des archives et qu'elles étaient comprises dans la loi. Mais alors là, je t'interromps parce que tu sais qu'on va avoir une querelle, on va avoir une guerre, on va déclencher une guerre. Si tu dis que les archivistes ont prise sur l'informatique, on va avoir des manifestations dans les rues. Mais en même temps, c'est très intéressant. Donc toi, tu considères qu'en effet, les archivistes doivent dire à l'informatique comment faire? ah oui, totalement. Comme ça, moi, je Eh ben, je me fais des amis parmi mes auditeurs et mes auditrices à moi. Non, mais c'est bien, c'est intéressant parce que. Mais par contre, je peux te dire qu'il y a un boulot énorme. Il y a un boulot énorme sans doute des deux côtés parce que les informaticiens vont trouver le moyen d'utiliser des termes techniques qui vont pas être dans le cercle de connaissances et de compétences de l'archiviste. Si je te donne comme ça une base de données vectorielle qui contient des données, il n'y a pas beaucoup d'archivistes qui vont être capables de savoir où sélectionner l'information, comment la sélectionner et comment l'extraire pour l'archiver. Ah oui, non, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est parce que le travail de l'archiviste se situe pas à ce niveau-là. L'archiviste, ça va plutôt aller chercher c'est quoi les données que tu as mis dans ton logiciel et qu'est-ce que tu veux en faire, quand est-ce que tu veux les utiliser, etc. Mais ça me fait penser que actuellement on parle beaucoup d'e-archivistes dans le domaine des archives, pour dire des archivistes spécialisés dans l'archivage électronique. Mais toi, quand tu m'as contacté, tu m'as parlé de data archiviste. Et je me suis demandé comment tu voyais cette chose-là. Alors, moi, en fait, si on prend ces trois termes, archiviste, e-archiviste et data archiviste, en fait, peut-être que c'est une manière de désigner des contenus différents. Donc, les archivistes traditionnels, plutôt orientés documents et pas forcément électroniques. Les e-archivistes, peut-être, moi je les imagine plutôt orientés vers l'archivage de documents électroniques.
Sauf que les données, ce ne sont pas des documents. C'est une cellule à l'intérieur d'une table dans une base de données. Et ça, c'est très peu facile à aller chercher. Et c'est dans les méandres de ce que l'informatique a voulu conserver comme sous sa domination, justement, et pas forcément rendre très facile à exploiter. Et donc, finalement, le data archiviste, est-ce que ce ne serait pas un archiviste, mais qui aurait les compétences pour justement aller sélectionner, identifier dans des bases de données, pas forcément dépendre de quelqu'un pour savoir quelle donnée est utilisée, pourquoi, pendant quelle période, etc., mais qui va être capable lui-même d'aller prendre une base de données et d'aller y sélectionner ce qui doit être conservé en archive. Et là, j'ai l'impression que ça demande des compétences que peu d'archivistes ont pour l'instant. Oui, ça demande un profil croisé finalement, très informatique et archiviste en fait. Oui, alors très informatique, mais très archiviste aussi, parce que moi, quand j'écoute des archivistes et des documentalistes, je suis impressionné par la connaissance qu'ils ont des process qu'il faut mettre en place. Et je suis impressionné par l'incompétence totale des informaticiens sur le sujet. Moi, dans une base de données, je vais aller faire une requête SQL pour aller changer un chiffre dans une colonne et une ligne. Je ne me préoccupe absolument pas du chiffre qu'il y avait avant et de savoir si je dois le conserver ou pas, s'il correspond à un patrimoine, à une valeur que je dois garder. J'ai une ligne dans une base de données. En une petite requête SQL d'une ligne, je la détruis en l'effaçant complètement de la mémoire collective. C'est tellement simple d'aller modifier et détruire dans des bases de données. Et j'ai jamais rencontré quelqu'un, un informaticien, qui m'ait dit « Ah oui, quand je détruis une ligne dans une base de données, il faut que je pense à l'éventualité de l'avoir archivée avant. » Jamais. Et donc c'est intéressant parce que pour moi, le data archiviste, en effet, ce serait celui qui aurait la conscience des deux. Et j'en connais pas, en fait, aujourd'hui, d'ailleurs. Alors moi, il est fort probable que je connaisse une personne de ce genre-là avec qui j'ai travaillé. D'accord. Mais je lui ai souvent dit, ton profil, il est tellement rare que tu dois pas façonner ton poste à ton image, sinon on pourra jamais recruter quelqu'un derrière sur tes missions. Alors, oui, mais en même temps, peut-être que cette personne-là est très rare, mais en même temps, quand je vois la quantité, le volume de données qui sont créées chaque année dans un pays comme la France, excuse-moi, mais les documents, c'est un tout petit morceau. Aujourd'hui, la quantité de données qui est collectée, stockée et parfois détruite, c'est considérable. Et on a zéro compétence archivistique dans les départements informatiques pour gérer ça. Oui. Oui, c'est vrai, en préparant l'épisode, sur une question qui vient un peu après, ce dont je me rendais compte aussi, c'est la profession d'archiviste, elle manque beaucoup de moyens. Et si elle se rajoute cette compétence-là, c'est déjà qu'il n'y a pas beaucoup de temps archiviste disponible. On ne va pas réussir à répondre à tout. Alors, oui, d'ailleurs, peut-être que, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on fait en informatique qui se rapproche parfois de l'archive, c'est ce qu'on appelle la sauvegarde. Toi, comment tu définirais ce qu'est un archiviste et quelle serait, si on l'appliquait aux données, la différence entre faire une sauvegarde, faire une copie de ce qu'il y a et puis le garder quelque part, et puis la notion d'archive? Je vais te répondre en deux temps. Peut-être ce qu'est l'archiviste, pour moi, le premier rôle de l'archiviste, c'est de pérenniser. C'est pérenniser des informations, donc des documents ou des données, et puis de permettre un usage de ces informations qui soit différent du premier usage pour lequel elles ont été créées. Donc, par exemple, un usage juridique, un usage administratif. On parle aussi d'usage historique ou scientifique, mais on pourrait aussi parler d'usage artistique ou d'usage décisionnel, de support de la décision. Et puis, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que si vous faites appel à un archiviste pour un projet d'acquisition d'une solution numérique, par exemple pour mettre en place une base de données, l'archiviste, ça va être une personne qui va vous questionner beaucoup,
qui va questionner sur quelle est l'information que vous voulez gérer avec cette base de données, à quoi elle sert, est-ce qu'il y a des données personnelles, pendant combien de temps on a besoin de garder cette information pour réaliser la mission. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la détruit? Est-ce qu'on la conserve? Comment on la conserve? Comment on la pérennise? Alors, les archivistes, pour rebondir avec ce qu'on disait tout à l'heure, il y en a peu qui ont la compétence technique d'aller faire ces actions-là, mais les archivistes vont plutôt être des experts dans des groupes projets, à questionner l'informaticien, à l'embêter beaucoup, en lui disant « faudrait penser à ça ». Et puis, ce sur quoi je voulais revenir aussi, c'est que dans le monde anglo-saxon et dans certaines entreprises, on sépare deux sortes d'archivistes, les archivistes historiques et les records managers, qui sont plutôt là dans le cœur de l'activité. En France, cette séparation, elle n'existe pas ou très peu. Alors des fois, il y a des services d'archives qui sont un peu plus marqués par une activité ou une autre, mais globalement, les archivistes font un peu ces deux choses. Alors, Alors c'est très intéressant cette notion de record manager parce qu'on l'utilise dans le domaine de la gouvernance des données, dans le domaine de la data, parce qu'on en a besoin par exemple pour des raisons de conformité. Les banques vont avoir besoin de garder la trace de chaque opération, de chaque écriture, et donc c'est un record, un enregistrement d'un point de vue informatique, et donc on doit le conserver. Donc là, il y a un petit croisement entre archives et sauvegarde. oui, oui, alors la sauvegarde et l'archivage, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est archiviste, la première chose qu'on dit aux informaticiens, aux informaticiennes quand on les rencontre, c'est on utilise les mêmes mots mais pas pour les mêmes choses, mettons-nous d'accord. Alors parce que la sauvegarde, pour moi, c'est très différent de l'archivage. Sauvegarder, pour moi, c'est créer des copies sur des disques durs ou des serveurs ou des nuages. Et puis c'est hyper important de sauvegarder pour pouvoir récupérer les informations en cas de problème. C'est important d'avoir des bonnes technologies de sauvegarde, mais c'est pas de l'archivage. Pour moi, archiver, c'est choisir, donc on n'archive pas tout. Archiver, c'est décrire, on doit ajouter des métadonnées autour des objets qu'on archive. Archiver, c'est tracer aussi, c'est documenter le processus qui a permis à l'information de rester authentique et de savoir qui l'a consulté. Et puis on pourrait dire archiver, c'est pérenniser, et en fait pérenniser l'information numérique, ça demande plein de métadonnées, de techniques, des choix de format, des migrations, et qui vont permettre de garantir l'intégrité de l'information dans un temps long. Voilà. C'est passionnant parce qu'en effet, et la définition de la sauvegarde, c'est assez à l'opposé, puisque la sauvegarde, c'est d'abord, tu disais tout à l'heure, les archives, c'est pour pouvoir les réutiliser. La sauvegarde, on espère ne jamais avoir à la réutiliser. La meilleure sauvegarde, c'est celle qu'on peut jeter parce que finalement, on n'a pas eu de problème, donc on n'a pas besoin de revenir à la sauvegarde. Donc on ne la conçoit pas du tout dans l'objectif de la réutiliser, plutôt un peu comme une assurance en se disant j'espère ne pas avoir à y toucher. Et puis en effet, comme tu le dis, on va stocker tout parce que l'objectif c'est de garder une image de ce qu'il y avait sur un serveur pour pouvoir remettre cette image à la place en cas de problème, mais pas du tout d'imaginer de nouveaux besoins. Et en même temps, quand on t'écoute et quand tu décris tout ce que va faire l'archiveur ou l'archiviste, ça va être extrêmement intéressant pour valoriser le patrimoine informationnel. Ça, c'est un mot, j'aimerais bien qu'on en parle 2 minutes, parce que on n'arrête pas de dire que les données font partie du patrimoine de l'entreprise et que les données ont de la valeur. Et on met en place de nouvelles règles comptables pour donner une valeur à ces données. Donc on va dans cette direction-là, mais si on n'a pas un archiviste ou un autre mot qui travaille sur ces données avant de les archiver, elles n'auront pas beaucoup de valeur parce que, comme tu le disais très bien, il n'y aura pas de métadonnées, elles n'auront pas été sélectionnées, elles n'auront pas été préparées. Donc en fait, l'archiviste, il est indispensable à la valorisation alors, du patrimoine, c'est ce qu'il fait, mais aussi du patrimoine informationnel qui est dans les données. Moi, je peux être que d'accord avec toi, mais je crois aussi que l'archiviste, il marche pas sans informaticien. Ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que je pense que l'archiviste est un bon expert ou un bon interlocuteur dans un groupe projet, mais que actuellement, en tout cas, vu comment sont organisées les organisations, c'est les services informatiques qui ont le dernier mot ou qui mettent en place
les structures. Oui, mais faut surtout pas leur faire confiance. On a absolument besoin de l'archiviste pour donner ses bonnes pratiques et pour imposer ses bonnes pratiques. Si tu laisses l'informatique faire ce qu'elle veut, mais elle va te faire des sauvegardes, elle ne sait pas faire autre chose. Donc il faut absolument que les deux professions travaillent plus ensemble. Alors quand même par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure sur le manque de moyens, etc., est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de modernité du métier ? Est-ce que si aujourd'hui je vais dans un collège, tu crois que je vais rencontrer beaucoup de gens qui ont envie de devenir archivistes? Si je leur demande, d'ailleurs je l'ai pas fait, mais on pourrait le faire après l'enregistrement de ce podcast, demander à ChatGPT de nous représenter un archiviste. Quelle sera sa moyenne d'âge? Est-ce que c'est un métier moderne? Comment on pourrait plus le moderniser? Ah, alors là, j'ai pas demandé non plus à ChatGPT. Alors, est-ce que c'est un métier que les jeunes ne connaissent pas? Je sais pas trop, parce que dans les services d'archives, quand même, il y a beaucoup de stagiaires. Alors, c'est ponctuel, mais je suis d'accord, hein, il y a un peu un gap entre la représentation du métier, ce dont tu as parlé, un vieil archiviste et en blouse blanche, et puis ce qu'est la réalité. D'ailleurs, il y a un blog qui est très intéressant qui s'appelle Archives et Culture Pop, qui propose des décryptages de la représentation des archives et des archivistes dans la littérature, le cinéma, les séries. Et en fait, il y en a énormément. On est entouré de créations culturelles qui parlent, enfin, qui utilisent des représentations des archives et des archivistes. Bon, alors Là, quand tu évoques ça, là, immédiatement dans mon esprit, là, je repense à une série américaine où les policiers vont descendre aux archives. Il y a des armoires énormes, ils vont aller chercher les cold cases à l'intérieur de boîtes. C'est pas très moderne. Non, c'est pas très moderne. Et pourtant, en fait, en préparant, là, j'ai regardé les premiers projets d'archivage électronique qui ont été mis en place par des services d'archives. Ça date des années 70. Moi, j'étais même pas née, alors ça me semble quand même hyper vieux. Et puis, aujourd'hui, on entend parler beaucoup d'intelligence artificielle. Les premiers projets dont moi j'ai entendu parler en intelligence artificielle dans les archives, c'était il y a 10 ans. Donc, je suis pas sûre que les archivistes eux-mêmes ou les institutions d'archives aient loupé le coche. Par contre, il y a probablement quelque chose à faire du côté de la communication. Alors, j'avais prévu de répondre complètement à côté de la question parce que je sais pas trop sur la communication du métier. Je sais que l'Association des archivistes français fait pas mal de choses, essaye de faire des choses. Je sais aussi que quand on est archiviste, on peut avoir l'impression de parler dans le vide, de manquer de reconnaissance, d'être les perpétuels oubliés de nos institutions. Moi, j'ai un peu toujours été agacée par ce côté un peu plainte, mais qu'on retrouve énormément dans beaucoup de colloques d'archivistes. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, je pense que le métier d'archiviste n'a pas nécessairement les moyens de se faire entendre. Et que si on avait les moyens de se faire entendre, le métier n'aurait pas forcément les moyens de soutenir le travail que générerait la reconnaissance de son expertise. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a énormément de recrutement d'archivistes et il n'y a pas assez de candidates sur le marché. On en revient à ce problème d'image. C'est que archiviste ou e-archiviste, ça fait peut-être pas autant rêver, même si l'association des archivistes fait peut-être des efforts là-dessus. Est-ce que ça veut pas dire aussi qu'il faudrait, tu disais tout à l'heure, et tu donnais l'impression de séparer le côté informatique et le côté archive. Est-ce qu'au contraire, il ne devrait pas y avoir plus une fusion? L'informatique sont des outils, les bases de données, l'intelligence artificielle. Alors, c'est peut-être enseigné aujourd'hui aux jeunes archivistes, mais est-ce que ça ne devrait pas faire partie des compétences basiques que tout archiviste devrait avoir, savoir créer des métadonnées dans des bases de données, savoir aller interroger les bases de données, les requêter, savoir sélectionner, avoir cette compétence informatique et puis développer de l'IA pour justement aller rechercher dans ces archives. Pourquoi dire « Ah, c'est pas moi, c'est l'informatique » Est-ce que c'est pas une compétence qui devrait être intégrée? Oui, c'est vrai. En réfléchissant, là, je pense qu'il y a aussi le fait que si on veut changer un peu l'image du métier, ça permettrait d'aller recruter des archivistes dans le domaine auprès de personnes
qui aiment l'informatique, parce qu'il y a quand même dans le métier certaines personnes qui sont allergiques à l'informatique. Je ne connais pas les proportions, mais j'en ai rencontré probablement un paquet. Mais ceux-là, ils vont avoir Bon, j'espère qu'ils sont plus proches de la fin que du début de leur carrière, parce que ça va être difficile quand même. Oui, c'est vrai. J'ai animé une formation en archivage électronique auprès de personnes qui étaient très, très volontaires pour se former, mais parce qu'elles doivent y aller, mais pas par goût. Alors c'est vrai que peut-être qu'il faudrait recruter des archivistes qui aiment l'informatique. Alors il en existe, hein, mais qui aient un vrai attrait pour le code, etc. Alors il en existe, mais sûrement pas suffisamment. Mais ça veut dire qu'il faudrait que les formations, et là il y a peut-être un appel à faire à tous les gens qui développent des formations, que ce soit des écoles ou des universités, d'inclure un peu plus de compétences informatiques à l'intérieur du cursus des jeunes archivistes. Oui. Oui, oui. Et alors, comment on pourrait amener le monde de la donnée à s'intéresser aussi beaucoup plus aux archivistes? Et peut-être là, ça rejoint une question qui me brûle les lèvres, c'est qu'on entend parler de gouvernance de données, des données de plus en plus. Pourquoi c'est si important la gouvernance des données? Et est-ce que c'est le pont qui peut être fait entre... Exactement, c'est exactement ça le terme, c'est un pont. Benjamin Franklin disait qu'il fallait qu'on construise plus de ponts, et c'est exactement ça le sujet. En fait, tout ce que l'on a évoqué en matière de compétences de l'archiviste, sur sa capacité à sélectionner, sur le cycle de vie, sur les métadonnées, etc., c'est exactement ce qui manque à nos informaticiens qui sont, soyons honnêtes, hein, qui sont des adolescents un peu attardés, qui sont incapables d'aller faire les choses correctement. Certains vont m'en vouloir, parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui le font correctement, mais beaucoup ont tendance à développer de manière un petit peu anarchique. C'est les geeks, et puis on va développer, et puis on crée des données, et puis on les met dans une base, et puis on se pose pas de questions. Alors qu'en réalité, toute la philosophie autour du document, du patrimoine, de la valeur informationnelle, amènerait à se poser des questions. Et c'est ça qu'on met dans la gouvernance des données. En fait, on met dans la gouvernance des données 3 éléments, la connaissance, la qualité, la conformité. La connaissance, c'est justement le fait d'ajouter les métadonnées, le fait de cartographier. Aujourd'hui, la majorité des grandes entreprises françaises n'a même pas d'inventaire de ces données. Donc elle ne sait pas ce qu'elle a. C'est comme si Carrefour ou Auchan ne savaient pas ce qu'il y a comme produit à l'intérieur des magasins. C'est comme si Renault n'avait pas un inventaire des pièces détachées qui servent à construire des voitures. Aujourd'hui, les données, c'est clé. Et ben, la plupart des entreprises n'ont pas de cartographie de leur patrimoine informationnel. Et donc comme elles ne savent pas ce qu'elles ont, ben, elles peuvent pas archiver correctement. C'est assez logique, c'est la suite logique. Donc la gouvernance, ça commence déjà par là, la connaissance. Ensuite, la qualité, parce que de la même manière que j'imagine qu'en matière d'archives, on doit s'occuper de la préservation, tu as utilisé le terme tout à l'heure, le fait que le document qu'on va archiver, il doit vivre dans le temps et il doit être préservé. La donnée, c'est la même chose. Et puis une donnée de mauvaise qualité, ça ne sert pas à grand-chose de la conserver, ou en tout cas, ce serait peut-être contre-productif de la conserver pour la fournir demain à quelqu'un d'autre en sachant qu'elle est de mauvaise qualité. Donc il y a une problématique de qualité. Et puis il y a la conformité. La conformité, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quelle donnée. On a en Europe le RGPD qui réglemente la gestion des données personnelles. Il y a des règles, je ne peux pas faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, ce sont des règles qui touchent aussi les archives. Hein, quand on parle de droit à l'oubli, de droit au retrait du consentement, de droit de communication, tout ça, ça touche le monde de l'archive. Et ça touche bien sûr le monde des données. Donc la gouvernance des données, c'est ces 3 éléments clés appliqué à toutes les formes de données à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, c'est extrêmement important et surtout, les entreprises ont un retard incroyable dans ce domaine-là. Ça fait moins de 10 ans qu'on se préoccupe réellement de gouvernance des données dans l'entreprise. Ça veut dire qu'avant, il était normal de créer une base de données, d'y mettre des choses à l'intérieur, sans que personne ne se préoccupe de ce qu'il y avait, de comment ça allait être conservé. On pouvait le créer, 3 ans après le détruire, et personne n'en avait rien à faire. Donc, et je pense, et c'est toute cette discussion qu'on a, c'est que moi je vais conseiller très fortement à tous les gens qui viennent dans une formation sur la gouvernance des données, qui montent un comité de gouvernance des données, d'y nommer un archiviste, parce que c'est là que vont se prendre les décisions
concernant le futur des données. Et l'archiviste, s'il remplace son gilet en laine par une paire de baskets un peu mode, il saura faire passer des messages sur toute la compétence qu'il a. Hein. Attention, ne le prenez pas mal, je plaisante un petit peu sur l'image que j'ai dans ma tête des archivistes, mais en réalité, je suis convaincu qu'ils ont des compétences incroyables, mais c'est à eux aussi, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, sur le côté un peu plaignant, c'est à eux aussi de se mettre en avant et de dire notre métier a changé, à nous de nous intéresser aux données et allons voir les chief data officers, allons voir les patrons de l'informatique, en leur disant attendez, là vous avez des données, ça nous concerne également. Oui, je peux que te rejoindre, d'autant que dans les institutions dans lesquelles j'ai travaillé, moi j'ai apporté une certaine forme de ce que tu viens de dire et que j'ai été entendue. J'ai été entendue par les directeurs des services informatiques parce que une fois la barrière de la langue passée, on va dire, parce qu'il y a quand même des termes qui veulent pas dire la même chose, on arrive à s'entendre parce qu'on a des objectifs communs, bien gouverner les données, enfin une bonne gouvernance des données, ça permet quand même du côté informatique de pas faire exploser les volumes de données conservées par exemple. Respecter le RGPD et de plus en plus les services informatiques ils sont sensibilisés, alors les archivistes on l'est aussi, et la compétence RGPD elle est souvent portée soit par le service informatique, soit par le service archive d'une institution ou d'une organisation. Mais je suis d'accord, les services informatiques sont prêts à entendre le plus souvent. Et je me demande si, tout à l'heure, ce que je réfléchissais, je me disais, les services informatiques sont de plus en plus prêts à entendre, mais c'est aussi peut-être une maturité qui arrive là maintenant. Il y a 10 ans, je suis pas sûre, mais c'est ce que tu disais, c'est que c'est un sujet qui arrive. Les archivistes ont peut-être beaucoup parlé dans le vide, et peut-être que maintenant, il faut rester courageuse et continuer parce qu'il y a une maturité du côté du monde des données qui est prêt à entendre qu'il faut gérer ça, il faut arrêter de créer sans se soucier de la suite. Tout à fait. Et je crois qu'on a finalement la conclusion de cette discussion. On a chacun de notre côté un travail de sensibilisation à faire. Il me semble que toi, tu dois aller voir tous tes archivistes en leur disant « Mais si, il faut aller voir l'informatique et vous êtes capables de parler ensemble et vous avez des choses en commun. » Et moi, j'ai le même travail à faire du côté des informaticiens, des patrons de data, leur dire « Mais allez rencontrer vos archivistes, vos documentalistes et allez prendre tout ce savoir qu'ils ont dans la méthodologie et ensemble, et c'est là, alors peut-être qu'il faut trouver un autre mot, moi je l'avais appelé data archiviste, peut-être qu'il faut trouver un autre terme, mais cette combinaison des savoirs de l'archiviste et de l'informatique, c'est une profession. Et je pense que c'est une profession, on est tous les deux d'accord, qui va fortement grandir dans les années qui viennent. Toi, tu l'appellerais comment ? Ah, moi, je l'appellerais forcément archiviste, parce que quand on est archiviste, on est chauvin de son métier. Alors, appelons-la archiviste, mais il faudra quand même qu'on lui donne pour faire la différence, trouver un moyen d'expliquer qu'on a des archivistes qui ont fait l'effort d'aller également vers le côté informatique. C'est vrai, c'est vrai. Un archiviste plus, ou je ne sais pas. Et toi, tu l'aurais appelé data archiviste, c'est ça ? Pas forcément, parce que j'aime pas non plus le mot data, parce que je préfère le mot information, mais il y a une réflexion à avoir, et puis d'ailleurs, on n'est peut-être pas là pour trouver la solution, mais je trouve que du côté des associations professionnelles, du côté peut-être des universités qui enseignent ces métiers, il y aurait un petit travail de réflexion à faire pour dire comment appeler cette évolution du métier d'un archiviste qui a rencontré le département informatique et ils ont réussi à travailler ensemble et ils font un peu un travail commun. Ça vaudrait le coup. Donc, appelons nos universitaires et nos responsables professionnels à réfléchir à une terminologie et puis à une communication là-dessus aussi. Je pense que ça vaudrait le coup. C'est vrai.
Ben écoute, merci beaucoup, merci pour cet échange. J'espère que ça va intéresser nos deux catégories d'auditeurs. D'ailleurs, je rappelle, c'est un point très important. Si vous êtes Chief Data Officer, patron de l'informatique, etc., écoutez le podcast Archivistica, parce que dans Archivistica, ben, vous apprendrez des choses sur des sujets que vous dites que vous maîtrisez, mais qu'en fait vous ne maîtrisez pas. Et vous y apprendrez des choses sur une profession qui parle un peu des mêmes sujets que nous, mais peut-être avec des mots différents. Et puis on l'a vu avec Margot, y a pas que des vieux quand même, on arrive à parler entre jeunes comme toi et moi. C'est ça. Moi, mais merci, merci Philippe. Et puis moi un petit message pour les auditeurs et les auditrices d'Archivistica. C'est vrai que Décidéo, c'est un podcast qui parle des données, du monde de la donnée. Alors j'avais la prétention de ne pas être allergique à l'informatique et de m'y intéresser. J'ai quand même découvert beaucoup de nouvelles choses en écoutant Décidéo, et notamment j'ai découvert plein d'outils dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Donc je vous invite à aller découvrir ce podcast également. Merci à tous de nous avoir écoutés des deux côtés de nos cibles, et puis à très bientôt. À bientôt, merci. On se retrouve très bientôt sur Décidéo pour un nouveau podcast des passionnés de data.